Et c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Bonne conférence à toutes et tous. Alors je prends le temps de me présenter quelques instants. Donc je m'appelle, Sébastien Dupont. J'interviens aujourd'hui, pour, la société Goldmap qui est une plateforme qui propose des services, bien-être, et prévention santé en entreprise, et je suis un de leurs conférenciers, depuis, plus de 3 ans maintenant. Alors, bah, j'ai une petite particularité, hein, c'est que j'étais, militaire, dans l'armée de l'air pendant 23 ans, et notamment j'étais responsable des techniques de préparation mentale, des forces armées, qui sont regroupées sous l'appellation technique d'optimisation du potentiel, une méthode de préparation mentale qui permet notamment d'appréhender, le stress, la fatigue, la motivation, la gestion d'équipe, et cetera, et ce qui m'amène aujourd'hui, à proposer, ces services-là, dans les entreprises, et aujourd'hui, au profit de Groupama Gann, et j'en suis très fier et très heureux. C'est pas la première fois que j'interviens pour, votre groupe. J'avais déjà fait, plusieurs conférences l'année dernière, et donc peut-être que certains m'ont déjà vu, c'est possible. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, des rituels, des habitudes de vie, sachant qu'effectivement, bon, les salariés ont des attentes, hein. Je vous laisse lire quelques pourcentages. 61% des salariés aimeraient bénéficier dans leur entreprise de services, par exemple pour faire de l'exercice, plutôt intéressant. 53% voudraient améliorer leur sommeil, hein. C'est vrai que, ben, le stress, le sommeil sont en général des fortes demandes, chez les gens. Alors pas forcément en entreprise, mais tout simplement dans le quotidien. Un petit focus sur, les cadres et leurs contraintes. Alors on voit qu'effectivement, il y a un pourcentage très élevé de cadres qui, ont besoin de se concentrer sur de longues périodes. On parlera notamment aujourd'hui de la gestion du multitasking, hein, le cerveau multitâche. La partie stress, hein, chez les cadres, puisque 59% jugent que leur travail est stressant, 32% dorment moins de 6 heures par nuit. On parlera du sommeil tout à l'heure aussi, hein, dans un petit focus sommeil, d'à peu près une vingtaine de minutes. Et puis, ben, si on parle un petit peu du stress, de l'anxiété, du burn-out, effectivement, bah, c'est un vrai phénomène de société. Le burn-out qui est une vraie, maladie professionnelle, et on voit que presque 20% des salariés ont déjà été touchés par cette maladie, hein, considérer vraiment le burn-out comme une maladie, et évidemment, bah, qui, peut amener, à de l'absentéisme, et évidemment, et puisque c'est considéré comme une maladie, professionnelle. Alors, on va parler un petit peu hygiène de vie, santé physique, et cetera, et on va, parler de tout ça en 5 chapitres. Le premier chapitre, on va le consacrer au stress, aujourd'hui. Le deuxième chapitre, on va le, consacrer, à la frontière vie pro, vie perso. Alors quelques petites astuces, hein, on parle aujourd'hui d'effet blurring. L'effet blurring, c'est le floutage entre la, vie pro et vie perso, le floutage de la frontière entre la vie pro et vie perso, qui est d'autant plus vrai aujourd'hui avec, évidemment le télétravail, mais pas que, avec les réseaux sociaux, on ramène son téléphone, perso à son bureau, et l'inverse est vrai, hein. On va consulter ses mails, pro alors qu'on est en famille aujourd'hui, et donc il y a un vrai floutage qui fait que, ben, c'est, d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on a un cerveau qui est complètement multitâche, et le problème, c'est qu'il perd de l'efficacité, quand il doit, porter son attention sur plusieurs choses en même temps. On va parler aussi du sommeil, on va parler un peu de l'alimentation rapidement, et puis on va parler aussi un petit peu de la pratique sportive, et moi je vais vous donner un petit conseil pour suivre, cette conférence. Si vous le souhaitez, évidemment, c'est pas du tout obligatoire. Prenez une feuille de papier avec vous et faites une ligne de temps, par exemple de votre lever jusqu'à votre coucher, hein. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si par exemple vous levez à 7 heures tous les matins et que vous couchez à 23 heures. Et ben, ce que je vous propose, c'est de faire une ligne de temps pendant que je vous parle un petit peu, pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et puis, ben, de noter sur cette ligne de temps quotidienne les petites astuces que je vais vous proposer aujourd'hui, et à quel moment vous seriez capable, à quel moment vous auriez la possibilité de les mettre en place pour, construire votre rituel quotidien comme ça, sur ces 5 grandes thématiques: gestion du stress, équilibre vie pro, vie perso et gestion du cerveau multitâche. Le sommeil, et comment construire toute la journée un sommeil de qualité. Tout à l'heure, je vous dirais que le sommeil est une mécanique qui se met en place dès le moment où on ouvre les yeux le matin. En fait, c'est un enchaînement de comportements, hein, la fabrication de sommeil. C'est un enchaînement de comportements dans notre quotidien qui fait qu'on va plus ou moins bien dormir la nuit d'après.
Et puis, peut-être aussi certains petits conseils, en nutrition ou, en pratique sportive et donc, récupérez des petites informations que je vais vous transmettre et placez-les sur une frise pour, construire votre quotidien. Alors c'est une petite astuce que je vous donne, vous pouvez suivre la conférence comme ça. Attention à toutes ces conférences, hein, qui, peuvent avoir, des fois un effet presque culpabilisant parce qu'on se dit que ça fait des années qu'on aurait dû faire ça, qu'on l'a jamais fait, qu'on n'arrivera jamais à mettre tout ça en place. Alors surtout, ôtez-vous de l'esprit toute culpabilité. Ne prenez cette conférence que comme un plus pour vous, hein, récupérez seulement les éléments qui font écho chez vous. Ce sera impossible de mettre en place tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être une, deux, trois petites choses qui vont faire écho chez vous et bah, récupérez ça. Et moi, j'en serai déjà très heureux si à la fin de la conférence, vous êtes capable de me dire, tiens, ça, j'y avais pas pensé, je suis capable de le mettre en place pour ma santé, pour mon quotidien, pour mon équilibre de vie, etc., etc. Allez, on est parti un petit peu sur la gestion du stress au travail et je crois que la première des choses, la façon la plus simple pour faire baisser ses tensions physiques et mentales, y compris au boulot, c'est déjà de rentabiliser ses pauses et d'apprendre à respirer. Alors, ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, c'est, si vous le voulez bien, et ben, ce sera, de passer un petit moment à respirer, hein. On va, respirer, 2, 3, 4 minutes tous ensemble. Voilà, les yeux ouverts ou les yeux fermés et je vais vous inviter dans un premier temps, tout simplement à vous installer bien confortablement sur votre fauteuil, sur votre siège. Peut-être que vous êtes chez vous sur, votre canapé, j'en sais rien, peu importe. Installez-vous confortablement avec, les jambes croisées, les pieds à plat au sol. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est maintenant de prendre une grande inspiration et d'expirer profondément, calmement, pour vous installer peut-être dans vos yeux fermés, mais vous pouvez choisir aussi de respirer et les yeux ouverts, de vous installer bien dans vos épaules, de vous installer bien dans votre bassin, bien dans vos pieds et bien dans votre respiration. Prenez conscience maintenant de votre respiration calme, naturelle. Alors vous pouvez prendre conscience de vos fréquences respiratoires, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous pouvez prendre conscience de vos fréquences respiratoires, de vos volumes respiratoires. Peut-être aussi des parties du corps qui bougent pendant que vous respirez. Certains respirent plutôt par le ventre. Sensation du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur chaque cycle de respiration. Peut-être pour d'autres une sensation de respiration plus logée dans la poitrine, sensation des côtes qui s'écartent et qui se resserrent. Pour d'autres, une respiration plus haute encore, jusque dans les épaules. Si vous êtes un peu attentif, sensation de mobilisation de vos épaules, qui s'abaissent, qui se lèvent à chaque expiration, inspiration. Vous pouvez prendre également attention à l'air qui circule à la base de votre nez. Et notez qu'à la base de votre nez circule un air plutôt frais et agréablement frais. Si vous êtes un peu joueur, un peu créatif, vous pouvez même attribuer une couleur à cet air frais. Et je vais vous inviter dans une prochaine inspiration à apporter dans votre nez cette odeur et cette couleur d'air frais. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez même amener cette couleur et cette odeur d'air frais jusque dans votre gorge. Puis jusque dans vos poumons, dans votre ventre. Et notez que sur vos expirations, c'est un air plutôt réchauffé que vous replacez dans la pièce. Pendant quelques instants, je vous invite simplement à focaliser votre attention sur cet échange de température, air frais à l'inspiration et air réchauffé à l'expiration. Puis tout doucement, je vais vous inviter à prolonger vos temps d'expiration. Souffle de plus en plus long
et de plus en plus calme. Un petit peu comme si vous vouliez souffler sur la flamme d'une bougie pour faire pencher la flamme, la faire se vaciller. Comme si vous souffliez doucement à la surface d'une tasse de café chaud. Souffle long, souffle calme. De plus en plus long, de plus en plus calme. Et tranquillement, on va mettre fin à ce premier exercice. Donc vous allez pouvoir vous remobiliser, reprendre une respiration plus naturelle. Et retenez simplement ces 3 petites astuces de respiration que je vous ai proposées aujourd'hui. Et d'une, la prise de conscience de votre respiration dans ses fréquences, dans ses volumes. Et de 2, un exercice qu'on appelle la visualisation du trajet de l'air qui permet un focus en fait sur soi. C'est-à-dire que pendant qu'on traite l'information visuelle, olfactive, sensorielle de notre respiration, eh ben, ça nous évite de penser à plein d'autres choses. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué que eh ben, effectivement, votre attention a été un petit peu déportée de vos sources de problèmes habituelles, et ben, plus portée sur votre respiration. Donc ça permet de limiter l'afflux d'informations, l'espèce de flot de sensations un petit peu qui viennent de droite et de gauche et de nous porter que sur notre respiration. Et dans un troisième exercice, je vous ai proposé ce qu'on appelle de la respiration relaxante. C'est quoi la respiration relaxante? C'est tout simplement de prolonger les temps d'expiration. Il faut savoir qu'à l'inspiration, le rythme cardiaque augmente, c'est physiologique, c'est l'activation du système nerveux sympathique qui permet ça. Peut-être que certains connaissent ces termes-là. Et quand on expire, on favorise l'activation du système nerveux parasympathique et le rythme cardiaque diminue à l'expiration. Donc vous pouvez retenir ça aussi comme astuce. Si à un moment donné, vous avez cette sensation de stress, d'oppression thoracique, d'augmentation du rythme cardiaque, vous pouvez simplement porter votre attention sur le prolongement de vos temps d'expiration, évidemment à volume identique. Je dois inspirer le volume, un volume que je vais expirer à l'expiration, évidemment que je vais replacer dans la pièce, mais avec le même volume. Ça va être simplement, je joue sur les temps et sur les fréquences, pas sur les volumes. Et ça va avoir comme effet dans le temps de calmer, d'abaisser ma fréquence cardiaque, de la contrôler. Donc vous pouvez retenir ça, tout simplement. Alors, on va également, je vais vous proposer un deuxième petit exercice. Là, si à un moment donné, vous êtes complètement focus sur vos problèmes, etc., etc., je vais vous proposer un autre petit exercice de déconnexion qu'on appelle déconnexion flash. Je vais vous proposer maintenant de récupérer entre vos mains un objet. Alors ça peut être une paire de lunettes, ça peut être un stylo, ça peut être un trousseau de clés, peu importe. Et je vais vous inviter à jouer un petit peu avec cet objet et je vais vous expliquer comment, évidemment. Alors récupérez cet objet-là, ça peut être n'importe lequel, une bouteille d'eau, peu importe. Et ensemble, je vais vous inviter à jouer un peu avec cet objet. Et vous allez, dans un premier temps, porter toute votre attention visuelle sur cet objet, comme si c'était la première fois que vous le voyez. Vous pouvez, par exemple, aller chercher les nuances de couleur de l'objet, voir s'il y a des écritures quelque part. Est-ce qu'il brille? Est-ce que c'est mat? Quelle forme il a? Voilà, jouez un petit peu avec vos yeux, faites parler votre objet avec vos yeux. Allez récupérer le plus d'informations visuelles possible grâce à vos yeux de cet objet. Soyez très curieux, très joueur. Petite expérience que je vous fais vivre. On va maintenant aller faire parler l'objet et récupérer les informations grâce à nos oreilles. Alors vous pouvez aller récupérer tous les bruits qu'est capable de produire votre objet, par exemple en le frottant avec le bord d'un ongle, en le tapotant sur une table, en le secouant à côté de l'oreille si c'est un contenant. Voilà, je vous laisse maintenant faire parler votre objet et récupérer les informations auditives de votre objet. Allez-y, je vous laisse faire, soyez très joueur, osez tester un petit peu tout ça, comme une expérience. Vous pouvez évidemment fermer les yeux si vous le souhaitez, si ça vous permet de mieux vous concentrer. Vous allez maintenant pouvoir aller récupérer les informations sensorielles de votre objet. Dans mon jargon, on appelle ça les informations kinesthésiques. Par exemple,
Ça peut être, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que l'objet, est rugueux? Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il y a des différences de matière? Voilà, parcourez votre objet du bout des doigts pour aller un petit peu, jouer avec votre objet et récupérer toutes les informations sensorielles de votre objet entre vos doigts. Est-ce qu'il y a des différences de matière? Est-ce qu'il y a des différences de température, de poids, entre l'avant, l'arrière, le dessus, le dessous? Vous allez pouvoir également aller chercher les informations olfactives en portant votre objet à vos narines et récupérer, certaines informations. Odeur de plastique, odeur de métal, autre odeur, peu importe. Et pendant encore une dizaine, une quinzaine de secondes, je vais vous proposer de continuer à jouer avec vos sens préférentiels avec votre objet. Voilà, je vous laisse faire, jouer un petit peu tranquillement. OK, on va pouvoir mettre, cet exercice de côté et simplement débriefer. Est-ce que pendant que vous avez joué avec votre objet, est-ce que vous avez pensé à autre chose qu'à votre objet? La plupart du temps, on nous dit non. Alors évidemment, il faut être très impliqué dans l'expérience. Alors cette, technique-là, de focalisation d'attention sur un objet neutre et donc qui est très passe-partout, hein, évidemment, c'est une technique très opérationnelle qu'on a proposée avec mes collègues, en préparation mentale, notamment pendant la crise Covid-19 de mars-avril 2020, aux soignants qui se plaignaient de ne jamais arriver à se mettre en pause. C'est très bien de faire des pauses physiques, hein, de se mettre allongé dans un fauteuil, dans un canapé, peu importe, et de laisser le corps se décontracter. Mais si le mental continue à être obnubilé par les problèmes du quotidien, la pause ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est de focaliser son attention sur autre chose. Là, je vous ai proposé une focalisation d'attention sur un objet neutre, mais vous pouvez le faire également sur une photo un peu sympa qu'il y a dans votre téléphone portable. Ça peut être également profiter d'un vrai temps de pause en allant sur un balcon, en allant en ouvrant une fenêtre ou peu importe, et de profiter de l'air, de la vision positive de ce qu'on peut récupérer dehors, par exemple la couleur du ciel, la lumière du soleil. Ça peut être tout simplement la fraîcheur ou la chaleur, ça peut être les sons des oiseaux ou quoi que ce soit. Donc on peut aussi porter évidemment notre attention sur des choses plus positives. Et c'est également comme ça qu'on fait fructifier une balade en forêt, hein, par exemple. Hein. Ça ne sert à rien de partir en forêt si vous êtes en train de vous balader, ou sur la plage, ou je ne sais pas quoi, si vous êtes en train de continuer à penser à vos problématiques de boulot. Donc faites fructifier des temps de pause, mais pas seulement en vous reposant physiquement, mais aussi mentalement, en déportant votre attention de vos problématiques pour les rapporter sur des choses plus sympas, ou alors neutres comme on vient de le faire. Alors, on peut également, et là je vais couper mon partage d'écran, faire fructifier des temps de pause pour pratiquer quelques exercices d'étirement posturaux. Je vais vous en montrer certains qui sont très faciles à réaliser. Hop, attends, j'enlève mon partage d'écran pendant quelques instants, que sont très faciles à réaliser au bureau. Hop, je passe en vue avant. Alors, je vais vous inviter à vous installer sur votre siège avec les pieds bien à plat au sol et à vous mettre sur l'avant de votre siège. Hein, donc, pas affalé sur le siège, mais de vous mettre sur l'avant de votre siège. Voilà, donc vous allez vous mettre avec les pieds bien à plat au sol et je vais vous demander, comme je le fais ici, de glisser une main à l'arrière de votre dos pour faire baisser l'épaule ici. Voilà. Avec votre autre main, vous allez coiffer votre tête ici. Voilà, tout simplement. Les épaules sont bien alignées. Vous allez tout simplement faire ressortir très légèrement les fesses vers l'arrière. Donc, pour avoir le dos bien droit, la tête bien levée vers le ciel, très légèrement menton-poitrine. Grande inspiration, ventre, thorax, épaules. Et sur l'expiration, vous allez tout doucement exercer une très légère pression de votre main dans ce sens-là pour ramener l'oreille ici vers l'épaule. Étirement des trapèzes. Redressez-vous. Grande inspiration. Expiration très longue comme on l'a fait tout à l'heure. Expiration de plus en plus longue et étire. Et vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, d'un côté,
et de l'autre. Alors, pendant que vous pratiquez ça tranquillement, pourquoi est-ce qu'on réalise ce genre d'exercice? Tout simplement parce que quand on est au bureau toute la journée, on est en posture vers l'avant, une fermeture. Déjà, les mains sont dans ce sens-là. Normalement, les mains de l'être humain ne sont pas faites pour être posées à plat comme ça. Elles sont faites pour être ouvertes. Hein. Là, ici, nous, ce qu'on fait quand on travaille sur ordinateur, c'est qu'on a les mains à plat comme ça, ce qu'on appelle une position de pronation. Et les épaules n'aiment pas ça. C'est pas naturel. Donc, on a les épaules, en fait, quand on a les mains comme ça, qui rentrent vers l'intérieur, une tendance à avoir le dos un peu voûté. Et donc, plein de petites contractions musculaires de compensation. Alors, ça, c'est très stretching postural, hein, vous pourrez en parler avec des ostéopathes. Et donc l'idée, c'est de rétablir une espèce d'alignement de la colonne vertébrale par des petits exercices posturaux, comme là, je viens de vous le présenter. Alors, deuxième exercice que je peux vous proposer, vous allez vous mettre avec les mains à plat sur les genoux, tranquillement, ou qui peuvent tomber entre les jambes, hein, ou sur les côtés, peu importe. Vous allez bien tirer les épaules vers l'arrière, donc les fesses qui probablement se tirent vers l'arrière aussi. Voilà, bien grand comme ça. Hein. Voilà, ici. Les épaules bien fixes vers l'arrière, grande inspiration, ventre, thorax, épaules. Et sur l'expiration, vous allez basculer en menton-poitrine en laissant bien les épaules tirées vers l'arrière. Et on pousse la tête, menton-poitrine. Les épaules surtout ne re-rentrent pas, elles sont bien tirées vers l'arrière. Et on va le faire plusieurs fois. Inspiration, je me redresse. Expiration, menton-poitrine avec les épaules bien fixes vers l'arrière. Voilà, je vous laisse le faire 2 fois, 3 fois. Et petite variante pour terminer, toujours les pieds bien à plat au sol, assis en bordure de chaise vers l'avant. Je vais vous demander maintenant cet exercice, de réaliser cet exercice-là. Vous allez pouvoir venir attraper vos 2 épaules comme ça. Sur l'inspiration, je me grandis au maximum. Sur l'expiration, je bascule menton-poitrine et je vais pousser mes coudes entre mes jambes. Là, ici, pour éloigner mes omoplates l'une de l'autre. Là, ici. Ramenez vos épaules, baissez-les vers le sol au maximum. Sur les expirations, toujours. Et j'inspire, je me redresse. Et expire et étire. Voilà. Donc, des petites astuces pour vous décontracter un peu musculairement, y compris quand vous êtes au travail. Hein. Ce sont des exercices qui sont très faciles à réaliser, y compris au travail. Je vais pouvoir repartager mon écran. On va continuer. Alors ça, c'est faire potentiellement plusieurs fois par jour. Hein. On n'est pas obligé de le faire seulement une fois, 2 fois. On peut le faire plusieurs fois par jour. Alors, savoir se relaxer quand il faut également. Alors, je vais vous proposer un petit exercice de 5 minutes de relaxation avec, tout simplement quelques petites suggestions de relaxation musculaire. Donc, on va se prendre 5 minutes, si vous le voulez bien, pour, après ce petit exercice de relaxation, de stretching postural, pour aller un petit peu plus loin. Et je vais vous inviter maintenant à vous installer bien confortablement dans votre chaise. Alors là, vous pouvez mettre le dos sur le dossier de la chaise si vous le souhaitez. Prenez une grande inspiration comme on l'a fait tout à l'heure. Sur l'expiration, autorisez-vous à vous installer dans vos yeux fermés, dans vos épaules, dans votre bassin, dans vos pieds posés au sol, à vous relier à votre respiration. Laissez venir une respiration calme en relâchant les abdominaux pour tout simplement laisser aller votre ventre dans une respiration très naturelle avec les abdominaux bien souples et bien élastiques. Et progressivement, posez une forme de détente sur votre visage en laissant le sommet de votre crâne et votre front devenir de plus en plus souple et élastique. Laissez les rides d'expression s'effacer. Le front devient lisse, agréablement lisse, confortablement lisse.
Laissez les sourcils se défroncer. Parfois, on peut avoir la sensation agréable d'un espace qui s'agrandit entre les deux yeux lorsque les sourcils se relâchent. Laissez venir de la détente dans vos joues, sur vos joues. Les joues deviennent un peu plus souples et élastiques à l'extérieur comme à l'intérieur. Laissez la mâchoire se décontracter. Posez de la détente également sur le sommet de vos épaules, en laissant les bras bien libres, retomber vers le sol, peut-être avec une sensation de lourdeur agréable qui s'installe dans les épaules et dans les bras. Les bras sont de plus en plus lourds, confortablement lourds et agréablement lourds. Les fibres musculaires se décontractent du sommet des épaules jusqu'au bout des doigts. Laissez votre dos se relâcher également, peut-être prendre plus de place, s'étaler sur le dossier de la chaise si vous êtes installé sur votre chaise, peut-être en laissant juste ce qu'il faut d'intensité musculaire dans les cervicales pour garder votre position assise. Tout le reste se décontracte, se relâche. Un dos qui récupère, des muscles qui se relâchent. Et cette sensation de détente musculaire, vous pouvez la prolonger jusqu'à votre bassin, en laissant votre corps bien confortablement s'installer dans votre bassin, muscles fessiers qui se desserrent, des cuisses plus souples, plus malléables, un peu comme de la pâte à modeler, quadriceps et ischio-jambiers qui se relâchent. Laissez vos jambes se décontracter jusqu'à vos pieds, des pieds peut-être plus lourdement posés au sol, comme si on portait des chaussures à semelles de plomb, décontractés, détendus, souples, calmes. Et profitez-en pour installer tout votre corps dans une position calme, un instant de calme qui vous permet de récupérer dans votre bulle, une bulle de calme, de sécurité, de liberté. Dans cette bulle, soyez libre de faire venir vos images préférées, vos souvenirs préférés, bord de mer, campagne, montagne, avec de la lumière, des couleurs agréables, des sons peut-être spécifiques, caractéristiques, peut-être même le son du silence. Et je vous laisse en profiter quelques instants. Cinq minutes de relaxation qui viennent de passer. 5 minutes qui vous ont permis de vous régénérer. Et vous allez pouvoir reprendre une respiration plus dynamique et vous réinstaller un peu plus de manière dynamique dans votre siège en bougeant le bout des doigts. Vous pouvez vous étirer, vous frotter le visage avec les mains. C'est dommage parce qu'évidemment, je n'ai pas de retour visuel sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est de récupérer un peu tout ça comme des astuces, hein. Voilà, je vous laisse terminer ce que vous êtes en train de faire et tout simplement, je vous explique, c'est très simple pour vous installer dans un temps de calme, laisser votre corps se relâcher. Il peut y avoir des sensations qui viennent également quand il y a du relâchement, par exemple de la lourdeur dans les épaules, dans les jambes. Vous voyez, c'est plutôt simple à faire et une fois que ça c'est fait, profitez-en pour faire fructifier également votre mental dans cette pause physique là. Faire fructifier votre mental pour laisser détendre votre mental également en faisant venir des images qui peuvent être un peu sympas, des sons agréables, etc. etc. Voilà, donc c'est plutôt simple à faire, c'est plutôt rapide, avec de belles sensations de détente musculaire et c'est comme ça qu'on peut évidemment faire fructifier un temps de pause.
Alors, on va maintenant faire un petit focus sur, comment est-ce qu'on peut faire pour aborder un événement stressant. Donc là, c'est pareil, dans votre rituel, si vous avez, une réunion à préparer ou des choses comme ça, on va être vraiment sur un volet très préparation mentale maintenant, où je vais vous proposer une petite astuce de construction, de vos, échéances. Alors, c'est, une méthode, hein, que je vous propose également de vous approprier, une méthode en 4 étapes. À chaque fois que vous faites face à un événement stressant, et plus c'est stressant, mieux ça marche évidemment, parce que si on ne ressent pas de stress au moment d'aborder une échéance, bah, ça ne sert à rien de passer par ces étapes-là. Euh, à chaque fois, par exemple, que vous avez une échéance sportive, si vous avez une échéance familiale, professionnelle, une communication à prendre, ou peu importe, et ben, vous pouvez préparer ça. Vous pouvez préparer cet objectif-là, en, mobilisant votre système un peu cognitif autour de 4 étapes. Et la première des étapes, ce sera de définir votre objectif. Vous remarquerez que le matin, souvent, quand on se lève et qu'on se lève, de mauvaise humeur, pas avec la pêche, et cetera, c'est souvent, en fait, qu'on n'a pas donné de sens à notre journée. Alors, je crois que vraiment la motivation, ça passe par la création de sens et la détermination d'un objectif. La, définition même de la motivation, et vous pouvez la noter si vous voulez, c'est Lévi Le Boyer qui, la donne. La motivation, la première chose, le premier élément de motivation, c'est avoir un objectif. Voilà. Si on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de motivation. Donc moi, je crois qu'il s'agit vraiment de passer du temps pour clarifier nos objectifs dans le temps, par exemple, donner une date à nos objectifs. Alors vous connaissez probablement cette grande phrase de Saint-Exupéry qui dit: «Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité». Elle est magnifique cette phrase, mais pour l'aborder d'une manière un peu plus pragmatique, moi j'aurais envie de vous, donner quelques astuces pour passer du rêve à la réalité. Et ben, déjà, dans un premier temps, un rêve auquel on fixe une date, ça se transforme en objectif. Donc déjà, donnez-vous des dates, des échéances. Je répète, un rêve auquel on fixe une date se transforme en objectif. Donc ça, c'est la première chose. Définissez votre objectif dans le temps, dans le lieu, qui vous accompagne, etc., etc. Ensuite, on va vous inviter à visualiser votre objectif atteint. Mais attention, l'idée, c'est surtout de comprendre que quand on a un objectif, souvent c'est un objectif de moyen. Et c'est plutôt ce qu'on cherche à atteindre derrière cet objectif qui est important. Je vais vous donner un exemple. En préparation mentale, ça m'arrive d'accompagner des jeunes à leur permis de conduire. Et une fois, j'ai eu un jeune qui séchait ses cours de conduite. Et quand je lui ai demandé c'est quoi ton objectif, le jeune me disait bah, c'est avoir le permis de conduire. Et je lui ai demandé mais pourquoi faire? À quoi ça va te servir d'avoir ton permis de conduire? Et puis là, il m'a répondu bah, je sais pas, j'avais pas trop réfléchi à ça. Bah, effectivement, avoir mon permis de conduire, ça me permettra de trouver du travail, ça me permettra de partir de chez papa et maman, ça me permettra de sortir avec les copains. En fait, il a verbalisé tout seul que s'il voulait avoir son permis de conduire, c'était pour être libre. Et à partir du moment où je mets du sens à mes objectifs, où je vais aller chercher la valeur profonde qui va se cacher derrière mon objectif quand il sera atteint, et ben en fait, j'ai donné un vrai sens à l'objectif et ça me permettra de vraiment déclencher de l'action. Et effectivement, le jeune, quand il a compris qu'il passait pas seulement son permis de conduire, mais qu'il plutôt il cherchait un moyen pour être libre, il séchait plus ses cours de conduite. Donc je crois que c'est ça la question, c'est posez-vous la question, OK, quand mon objectif sera atteint, à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir, par exemple, dans mon accomplissement personnel? Ça va être le regard des autres, donc ça peut nourrir l'estime de moi, la confiance en moi, etc., etc. Donc je rappelle cette grande phrase de Saint-Exupéry, la vie, fait de ta vie un rêve, d'un rêve une réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que un rêve auquel on fixe une date devient un objectif, mais je crois aussi qu'il faut maintenant se rendre compte que maintenant tout ça, eh ben, ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que l'objectif atteint ne va pas arriver par hasard, mais plutôt qu'il va devoir passer par une construction. C'est-à-dire que là maintenant, il va s'agir d'établir des étapes, des échéances intermédiaires qui vont me permettre d'avancer progressivement vers mon projet. Et je vous ai dit qu'un rêve auquel on fixe une date devient un objectif, un objectif qui se découpe en plan, qui se découpe en étapes devient un plan. Donc transformez vos objectifs en plan. Ça, c'est important. Ce qui vous permettra de recevoir également tout simplement du feedback pour savoir si vous n'avez pas visé trop haut dans votre objectif.
si vous avancez pas trop vite, si vous avancez pas assez vite. Donc découpez finalement votre objectif en plans, en micro-séquences et ensuite tout simplement, il s'agira de passer à l'action puisque, ben, la dernière étape sera de se dire qu'un plan qui est soutenu par des actions devient réalité. Donc vous voyez de la grande phrase de Saint-Exupéry, on est passé à eh ben, à mon rêve, je fixe une date, ça se transforme en objectif. Mon objectif, je le découpe en séquences, ça devient un plan, et un plan soutenu par des actions devient une réalité. Et je crois que, eh ben, il y a l'importance du premier pas. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que Lévi Le Boyer disait que la motivation, c'est déjà avoir un objectif. Il disait aussi que eh ben, la motivation, c'est décider de faire un effort pour atteindre l'objectif. Donc, ça passe par le premier pas. Voilà, et ça, c'est important. Et ensuite, il y a une notion aussi de persévérance, donc de continuité dans les objectifs jusqu'à ce que le but soit atteint. C'est ça la définition de la motivation, c'est avoir un objectif, décider de faire un effort pour l'atteindre et persévérer dans cet effort jusqu'à ce que le but soit atteint. Donc voilà, vous pouvez récupérer un petit peu cette séquence-là qu'on appelle la préparation mentale de la réussite, PMR, qui vient donc de la méthode de préparation mentale que je préconise en entreprise, les techniques d'optimisation du potentiel. C'est une méthode toute simple, mais qui a fait ses preuves. Et donc, voilà, vous pouvez noter ça comme petite astuce également à chaque fois que vous faites face à un objectif qui vous stresse un peu. Reprenez confiance en vous en vous attribuant les conditions de réussite de cet objectif, en tout simplement visualisant votre objectif atteint, donnez-lui du sens et ensuite découpez ça en étapes, des étapes que vous agencerez vous-même, hein, les unes après les autres jusqu'à construire votre objectif. On va passer à un autre chapitre. On va parler un peu maintenant équilibre vie pro, vie perso. J'irai un petit peu plus vite là-dessus pour limiter la surcharge mentale qu'on appelle le multitasking. Hein. Il faut savoir que c'est la loi de Carlson qui dit ça. On dépense beaucoup plus d'énergie quand on doit faire les choses en plusieurs fois plutôt que quand on peut la faire en une seule fois. Et effectivement, le problème, c'est que quand on travaille au bureau, eh ben, on est coupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un vrai problème. C'est cette gestion un peu multitâche, et notamment, c'est d'autant plus vrai quand on travaille dans les open space. Il faut savoir que quand on est à fond dans une tâche qui demande toute concentration, etc., et qu'on est coupé dans la tâche, il faut à peu près 23 minutes pour retrouver le niveau de performance initial dans notre tâche. Si par exemple on a un calcul à faire, si on est en train de recopier un texte, si on a des choses à écrire, etc., etc. Et 23 minutes à retrouver le niveau de performance initial quand on est coupé dans notre tâche. Et donc pour ça, il faut limiter le multitasking. Alors vous pouvez récupérer une méthode de gestion de temps qui s'appelle la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est se consacrer à une seule chose pendant un laps de temps et se donner cette obligation-là, cette espèce de règle d'or. Alors la méthode Pomodoro dit quoi? Vous allez régler un minuteur, hein, par exemple votre téléphone portable ou je ne sais pas. Alors le Pomodoro, vous savez, c'est cette espèce de minuteur en forme de tomate qu'on retrouve dans les cuisines italiennes. Vous réglez votre minuteur sur 20 minutes. Voilà. Et pendant 20 minutes, vous ne vous consacrez qu'à une seule tâche. C'est-à-dire que vous refusez de regarder votre téléphone portable, vous refusez de décrocher le téléphone, de répondre aux questions, etc., etc. Un mail qui arrive, je le traiterai après. Je ne m'intéresse qu'à une seule chose pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, ça va sonner. Vous pourrez, pendant 5 minutes, vous octroyer soit un petit temps de pause, soit gérer des petits éléments qui sont arrivés pendant les 20 minutes. Donc en fait, un Pomodori, c'est un temps qui fait 20 minutes où je suis sur une seule tâche et 5 minutes après où je peux m'octroyer du multitasking si je le veux. Et donc ça fait une période de 25 minutes et cette période de 25 minutes, je vais la faire 4 fois. Au bout de 4 Pomodori, donc 20 plus 5, je peux m'octroyer une pause plus longue de 20 à 30 minutes où là, je vais aller boire un café, je vais pouvoir aller regarder mes mails, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà la méthode Pomodoro et je vais travailler toute la journée comme ça, en ne portant mon attention que sur une seule chose par tranche de 20 minutes. Ça ne veut pas dire que la tranche de 20 minutes d'après, je dois reporter mon attention sur la même chose. Je peux très bien faire autre chose. Mais par contre, je garderai mon efficacité sur une seule chose pendant 20 minutes. Alors évidemment, pour limiter la surcharge mentale, il s'agirait aussi de stopper l'hyperconnectivité, évidemment, et donc de s'octroyer des petites règles d'hyperconnexion, ce que c'est vrai aussi bien au bureau qu'à la maison, évidemment. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a cet effet blurring.
hein, où je vous l'ai dit, ben, nos mails pro sont mêlés à nos mails perso et vice-versa. Donc, ce qui fait que, ben, on perd de la performance tout simplement et je crois vraiment que, ben, il s'agit, de trouver un temps pour tout. Alors il y a quelques petites, méthodes, hein, et chez Goldmap, on propose d'ailleurs des conférences sur la gestion de l'hyperconnectivité, hein, on appelle ça dompter le digital, par exemple, ou le digital détox, hein, voilà, c'est des termes un peu à la mode aujourd'hui. Et dans les petites astuces qu'on peut donner, par exemple, ça va être la prise de conscience de l'infobésité. L'infobésité, c'est ce surplus d'informations qu'on a tendance à chercher toute la journée en laissant BFM TV tourner en boucle, en allant fouiller dans les réseaux sociaux sans trop savoir ce qu'on a à y chercher finalement toute la journée. Et quand on se rend compte, eh ben, du temps qu'on passe à aller chercher de l'information, bah, effectivement, ça permet de rationaliser le temps passé sur les écrans. Tim Ferriss a écrit un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, où il parle de la fear of missing out, la peur de manquer une information. Et il précise notamment, mais évidemment c'est son concept à lui, on n'est pas obligé d'y adhérer, il précise notamment qu'il n'y a pas de fear of missing out possible dans la mesure où si une information était vraiment importante, qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit même dans nos réseaux sociaux et dans nos cercles familiaux et cercles d'amis proches, si une information était vraiment importante, c'est pas la peine d'aller la chercher, elle arriverait à nous quoi qu'il arrive. Et effectivement, quand on prend conscience de ça, eh ben, ça permet de limiter du temps sur les réseaux. Alors, une autre petite astuce aussi, c'est la méthode, on va dire, nettoyage de nos écrans, un peu à la Marie Kondo des années 80, qui disait que finalement, notre intérieur représente notre état de stress et notre état d'esprit, où elle précisait dans les années 80 que pour qu'on soit apaisé dans notre tête, eh ben, il faut que chez nous, tout soit rangé, tout soit nickel. On peut appliquer cette règle aussi à la gestion du numérique avec zéro mail non lu dans notre boîte de réception, avec tous les onglets qui ne me sont plus utiles dans ma barre de navigation, et ben, que je vais fermer. Ça va être nettoyer mes barres de téléchargement, ça va être ranger mon desktop, hein, mon espace de bureau avec des sous-dossiers, etc., ce qui va alléger finalement mon espace visuel et ma charge mentale. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma boîte mail et que je vois qu'il y a 180 mails non lus, vous imaginez la dose de stress en fait que je me rajoute. Donc l'idée, c'est de d'épurer et de nettoyer nos espaces numériques. Et ça permet de gagner du temps sur, notre temps en fait d'hyperconnectivité. Évidemment, il peut y avoir d'autres astuces. Par exemple, c'est un petit rituel que je peux vous proposer aussi, par exemple, à 17h, 18h, 19h, je ne sais pas à quelle heure vous finissez vos journées, mais d'effectuer ce qu'on appelle le sas des petits bonheurs du jour avant de quitter votre bureau. Ce qui vous permettra de rentrer chez vous avec, un état d'esprit un peu épuré. Alors comment ça se passe? Il faut savoir qu'on aurait entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Vous imaginez? 60 000 à 80 000 pensées par jour. Le problème, c'est que 90 de ces pensées sont des pensées négatives. Autrement dit, si je finis mon travail et que j'ai à l'esprit une engueulade avec un collègue, un dossier qui s'est mal passé, un retard, ou peu importe, que je rentre chez moi avec cet état d'esprit-là, il y a de fortes chances que ça influence ma vie personnelle, ma vie familiale, ma manière d'interagir avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes enfants. Et donc l'idée, c'est de couper cet espace négatif-là et de porter notre attention au contraire sur les choses qui se sont bien passées au travail et faire rentrer ça dans un espèce de rituel quotidien. On appelle ça le sas des petits bonheurs du jour, qu'on appelle aussi les 5 kiffs. Alors, je vous invite, je ne vais pas vous demander de le pratiquer aujourd'hui, mais vous pouvez le noter tout simplement, cette petite astuce, vous pouvez la noter. Vous pouvez, avant de fermer votre bureau, avant d'éteindre votre PC, vous pouvez tout simplement noter 5 choses qui se sont agréablement passées dans la journée. Ça peut être des choses qui sont liées au boulot ou pas, hein. Ça peut être j'ai amené mes enfants le matin à l'école et c'était cool. Ça peut être j'ai eu une discussion avec un collègue qui m'a appris une bonne nouvelle. Ça peut être j'ai vécu un temps de pause en regardant le soleil et c'était chouette. Ça peut être aussi j'ai réussi à finaliser un dossier et je suis fier de moi. Voilà, donc 5 petites choses qui se sont agréablement passées dans la journée, ce qui va permettre de mettre un stop à nos ruminations et à nos pensées négatives, et potentiellement, du coup, de rentrer chez nous eh ben, avec une espèce de frontière qui sera un peu rétablie. C'est bon, ma journée, je l'ai clôturée, elle ne s'est pas si mal passée que ça, je peux donc passer à autre chose et rentrer chez moi tranquillement pour vaquer à mes occupations et notamment endosser un autre costume, le costume de papa, maman,
conjoint, conjointe ou tout simplement amis, hein, voilà. Donc, vous pouvez noter cette astuce-là aussi et faire rentrer ça dans un rituel de quotidien pour vous aider à ça aussi, parce que je sais parmi vous qu'il y en a qui sont comme ça, moi je le suis aussi. Il s'agit aussi que quand on rentre chez soi, on soit sûr que, eh ben, finalement, on est à peu près préparé la journée du lendemain pour éviter, inconsciemment de continuer à la travailler la journée du lendemain alors qu'on rentre chez soi et pour ça, pour préparer sa journée du lendemain, on peut prioriser les actions du lendemain à mener et on va faire rentrer ça dans notre hygiène, dans notre rituel du quotidien en quittant le bureau le soir et surtout savoir faire en fait, la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important dans tout ce que j'aurai à faire le lendemain. Parce que finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut s'alléger notre charge mentale si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont non urgentes et non importantes dans ce que j'ai à faire le lendemain. Ça voudrait dire que ces choses-là, tout simplement, c'est poubelle. Éliminez, allégez votre charge mentale en repérant ce qui peut être éliminé, tout simplement, épuré. Alors évidemment, tout ce qui est urgent et tout ce qui est important, c'est ce que je vais mettre en priorité le lendemain. Donc ce sera à faire le lendemain. Donc je peux mettre des espèces de post-it de couleur, par exemple, comme ça, sur mon listing, ma to-do list, hein. Après, il y a aussi des choses, une chose qu'on ne sait pas bien faire, et c'est pas dans une culture française, et ça va être d'autant plus vrai dans certains niveaux hiérarchiques, parce que c'est pas toujours possible à faire dans certains niveaux hiérarchiques, mais c'est apprendre à déléguer. Et ce que je délègue en général, c'est ce qui est, oui, urgent, mais ce que je peux me permettre de transmettre à quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est important d'apprendre à déléguer, à attribuer une forme de confiance, et tout en sachant qu'évidemment, tout ce qui va être important mais non urgent, et ben ça, je pourrais le planifier, le remettre par exemple au surlendemain ou à la semaine d'après. Ce qui va me permettre d'avoir une espèce de classement d'ordre de priorité de mes actions à mener pour le lendemain et donc d'alléger ma charge mentale, ce qui va me permettre de revenir avec un espace mental un peu plus libéré quand je vais rentrer chez moi. Et évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de véritablement réattribuer leur place à vos loisirs. Hein, c'est très important en termes ne serait-ce que d'hormones, l'hormone de l'attachement, passer du temps avec vos proches, ce qui permettra à la fameuse ocytocine, l'hormone de l'amour, et ben, tout simplement de prendre un petit peu plus de place dans votre métabolisme et de vous apaiser, tout simplement. Alors, je ne saurais que parler aussi d'endorphine, de dopamine, de sérotonine, bref, toutes ces hormones qui sont nos hormones du bien-être, nos hormones de la bonne humeur. Et pour ça, il faut tout simplement reconstruire un quotidien avec une véritable place à nos loisirs, la pratique sportive, faire la cuisine en famille, passer du temps avec les proches, passer du temps avec les amis, aller au cinéma, bouquiner, dans tous les cas, se couper de nos ruminations quotidiennes parce que, ben, allez, le soleil brille et la vie est belle. Alors, je sais que c'est un petit peu cuicui les petits oiseaux, ce que je vous dis, mais le problème, c'est que c'est vrai, finalement. Donc voilà, donc récupérez un petit peu ces petites astuces-là. Fixez-vous vos priorités. Finalement, quand je suis chez moi, ben, c'est quoi ma priorité? Quand je suis à mon boulot, c'est quoi ma priorité? Et je crois que finalement, porter notre attention sur nos priorités, ça nous permet de récupérer un niveau de performance, mais aussi un état d'esprit positif et de bien-être. On va parler un petit peu de la fatigue et du sommeil maintenant, si vous le voulez bien. Je vais avancer un petit peu et je vais un peu accélérer. On va se poser la question déjà de pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir? Tout simplement, ben, parce que notre corps nous le demande, tout simplement. On a besoin de dormir parce que notre corps, c'est comme une batterie de téléphone portable. À partir du moment où je me réveille le matin, c'est un petit peu comme si je débranchais mon téléphone du secteur et mon téléphone, eh ben, je vais vérifier son état de charge. Et il arrive, comme sur la photo ici, que même si mon téléphone est resté branché toute la nuit, donc ça veut dire que bah, je serais resté en train de dormir toute la nuit, bah, il arrive qu'on ait ce qu'on appelle une dette de sommeil au réveil, comme sur cette photo-là. Alors elle peut avoir lieu pour plusieurs raisons, cette dette de réveil. Déjà tout simplement parce que j'ai pas assez dormi. Et puis aussi tout simplement parce que je peux avoir mal dormi, hein. C'est-à-dire que mon téléphone, il a pu avoir des coupures de courant dans la nuit, j'ai pu le brancher sur du 110 au lieu du 220, vous voyez un peu l'analogie. Donc on ne confond jamais quantité et qualité de sommeil. Donc on peut effectivement se lever avec une dette de sommeil comme ça. À partir du moment où j'ai débranché mon téléphone, même si je le pose sur un coin de table et que j'y touche pas, autrement dit, même si je ne fais rien de la journée, je vais créer de la fatigue parce que plus je reste éveillé longtemps, plus je vais avoir besoin de dormir longtemps la nuit d'après pour récupérer. C'est ce qu'on appelle un processus homéostatique. Vous pouvez retenir cette donnée-là. 17 heures d'éveil d'affilée cautionne un trouble neuropsychologique identique à 0,5 g d'alcool par litre de sang.
hein. Voilà, vous pouvez retenir ce chiffre-là. C'est-à-dire que plus je reste éveillé longtemps, et ben, plus je crée de la fatigue qui va induire un comportement cognitif un peu altéré, avec notamment une baisse de la concentration, une baisse de mes réflexes, une baisse de mes capacités de prise de décision. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dormir, pour pouvoir contrebalancer un petit peu cette fatigue qui est liée à mon temps d'éveil. Parce que bah, tant que je reste éveillé, ben, mon corps, lui, il a besoin de fonctionner comme un téléphone portable. Et puis, bah, évidemment, mon téléphone portable, une fois que je l'ai débranché, en général, je l'utilise. Je vais passer des appels, je vais utiliser des applications. Bah, c'est pareil pour moi. Si je fais du sport, si je travaille, si je rencontre des gens, si je réfléchis, ça va accélérer mon processus de fatigue, hein. Donc, je vous ai noté ça dans activité physique et cognitive. Et puis, on a d'autres formes de fatigue aussi, hein, qui nous donnent envie de dormir le soir. C'est de la fatigue un petit peu plus pernicieuse. C'est nos stress, hein, tout simplement, ce que j'ai appelé ici charge mentale, que ce soit conscient ou inconscient. Si j'ai un enfant, par exemple, qui travaille mal à l'école, j'ai pas besoin d'y penser tout le temps. Ça va me fatiguer. Voilà, comme ça toute la journée. Si j'ai un papa, une maman qui est malade, eh ben, ça va me fatiguer. J'ai pas besoin d'y penser tout le temps. Ça me ronge, ça m'use. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil, cette sensation de fatigue qui s'accumule. Et c'est ce qui explique, en partie, le pourquoi on a besoin de dormir. Et donc, dans les astuces que je vais vous passer dans 5 minutes, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a des petites astuces pour créer de la bonne fatigue tout au long de la journée, pour nous permettre de dormir comme il faut le soir. Parce qu'il faut se coucher le soir avec un certain niveau de fatigue, sinon c'est pas la peine de brancher le téléphone portable. S'il est encore chargé à 90%, on se doute bien, eh ben, on ne va pas rester à dormir très très longtemps avec un sommeil de qualité. Donc, il faut créer de la bonne fatigue toute la journée. Alors évidemment, on dort aussi. Ça, c'est la petite. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais passé cette diapo-là. Ça, c'est les fameux 17 heures d'éveil d'affilée cautionnent un trouble neuropsychologique identique à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Vous voyez ici. Alors, il y a une petite astuce à faire, c'est si je fais une sieste, vous voyez qu'en fait mes performances cognitives, elles dégringolent à mesure que mon temps d'éveil s'allonge. Si je fais une sieste, par exemple aux alentours des 13-14 heures, et ben donc je vais créer un micro-réveil, ce qui veut dire que je vais donc relancer ma courbe de performance cognitive, comme vous le voyez là ici, si je fais une sieste, paf, regardez ce qui va se passer. Et ben ça va créer un décalage en fait de la dégringolade de mes performances cognitives et la sieste sert à ça. Ça permet tout simplement à anticiper mes actions de fin de journée. Donc faire la sieste, c'est quand même un sacré pari positif qu'on fait pour maintenir nos performances cognitives tout au long de la journée. Et la sieste maintenant, elle est qu'on appelle les temps de pause optimisés dans les entreprises. Elle est vraiment préconisée maintenant parce que ouais, c'est pas pour les feignants la sieste, c'est tout simplement pour les gens qui ont envie de continuer à être performants tout au long de la journée. Vous voyez que ça crée un décalage, hein, de cette pression de sommeil, de cette sensation de fatigue. Vous pouvez noter que 5 minutes de sieste, 5 minutes, même si on ne dort pas, hein, 5 minutes de temps de repos vont me permettre de gagner 1 heure sur mes activités de fin de journée. Si je fais une sieste de 20 minutes, ça me permettra de gagner de 2 à 3 heures sur mes activités de fin de journée. Et si je fais une sieste de 3 à 4 heures, alors ça, pardon, si je fais une sieste longue, hein, qu'on appelle de 90, un cycle complet de sommeil de 90 minutes, ça en général, c'est plutôt le week-end, hein. Je ne pense pas qu'au bureau, on ait la possibilité de faire une sieste longue, mais ça me permettra de gagner un rebond d'efficacité de 3 à 4 heures pour la fin de journée. Alors on dort aussi parce que le cerveau nous le demande, évidemment, hein. On a une horloge biologique interne qui va influencer la manière dont on dort et qui va nous faire alterner nos temps d'éveil et de repos. Et cette horloge biologique est influencée par des donneurs de temps externes. Par exemple, la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil qui nous permet de dicter à notre horloge biologique quand est-ce que ça vaut le coup d'aller se coucher, quand est-ce qu'au contraire ça vaut le coup de se réveiller. C'est également nos écrans, hein. Il faut vous en douter, la lumière des écrans, on le sait, a une influence sur la manière dont notre cerveau fonctionne. La lumière de nos écrans imite la lumière du soleil qui se lève. C'est-à-dire qu'en termes d'ondes lumineuses, c'est la même lumière que la lumière du soleil qui se lève. Donc je vous laisse imaginer que quand il est 23 heures et que je suis scotché à mon écran, alors que mon cerveau, lui, aurait besoin de commencer à faire produire les hormones d'endormissement, et ben là, je vais bloquer les hormones d'endormissement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'endormir, par contre, je vais mal m'endormir. Évidemment, on est influencé par le volume sonore qui nous entoure. La nuit, en général, il y a moins de bruit que la journée. Et puis, on est influencé de manière positive ou négative par toutes nos activités physiques, par la manière dont on mange, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, par la température de la pièce également dans laquelle on dort.
Il faut savoir que notre corps a tendance à chuter en température à partir de 18-19 heures, donc il faut faciliter cette descente en température du corps, puisque c'est un bon indicateur pour notre corps, pour créer un sommeil de qualité. On est influencé évidemment par nos vies familiales et par nos vies sociales, par nos rythmes de vie, à quelle heure je travaille, à quelle heure je rencontre des gens, etc., etc. Alors ça me permet, si on récupère un petit peu toutes ces informations, ça me permet de vous proposer les 10 commandements du bon dormeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, le sommeil, c'est une vraie mécanique. Et finalement, je commence à produire des comportements qui vont influencer la manière dont je vais dormir la nuit suivante dès le moment où j'ouvre les yeux le matin. Autrement dit, quand on a ouvert les yeux, tous autant qu'on est là aujourd'hui ce matin, eh ben, on a mis en place des comportements conscients ou inconscients qui vont influencer la manière dont on va dormir la nuit d'après. Alors ben les voilà, les bonnes routines du quotidien. Déjà, je vais vous parler du temps d'endormissement, c'est se coucher dès les premiers signaux de fatigue. Notre cerveau fonctionne sur un rythme électrique de 90 minutes. Autrement dit, on crée des rythmes de 90 minutes toutes les 90 minutes, et vous avez déjà entendu parler de l'expression j'ai raté le train. Ce train, en fait, il revient toutes les 90 minutes, de jour comme de nuit. Et l'idée, c'est effectivement de repérer les signaux de fatigue pour aller se coucher, non pas parce que c'est l'heure, mais parce que c'est notre heure. Alors, c'est quoi les signaux de fatigue? Eh ben, c'est les bâillements, sensation de tête lourde, picotement des yeux qui se ferment, sensation de refroidissement corporel, sensation de relâchement des muscles posturaux qui fait qu'on a une forme d'inconfort dans le siège dans lequel on est assis. Ça peut être aussi des signes psychiques, ça peut être de l'irritabilité, de la répugnance à communiquer, les idées qui se mettent en roue libre et l'incapacité à fixer notre attention sur quelque chose. Repérer ces signaux-là, ça veut dire que c'est le bon moment pour aller au lit. Parce que si vous ratez ce moment-là, eh ben, tout simplement, le cerveau va se réactiver. Je vous ai dit que c'était un rythme électrique, hein, le cerveau. Il va se réactiver et tout simplement, bah, ces signaux, vous allez les ravoir qu'une heure et demie après. Donc, se coucher dès les premiers signaux de fatigue. Ça, je vous en ai parlé, stop aux écrans le soir. Ou alors, vous pouvez utiliser des filtres, hein. Mais honnêtement, à partir de 21 h, 22 h, coupez les écrans, même si on sait aujourd'hui qu'il y a des applications, hein, qui permettent de réduire l'intensité lumineuse, notamment sur les téléphones. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de stopper les écrans. Je ne parle pas de la télé, hein. Le problème, ce sont plutôt les petits écrans qui sont très près de ma rétine. Et ma rétine va capter une grosse intensité lumineuse. Plus l'écran est petit, plus je le colle à mes yeux finalement. La télé, je m'en éloigne un peu, donc il y a une grosse déperdition de l'intensité lumineuse dans la pièce. S'exposer à la lumière du soleil en journée, je vous ai dit, le soleil tout à l'heure, je vous en ai parlé, le soleil est un puissant donneur de temps et on sait que les gens qui travaillent en espace confiné, j'ai travaillé moi-même avec les sous-mariniers, donc je peux vous en parler, ils ont une horloge biologique qui est complètement déstructurée, ce qui fait que le cerveau ne sait plus vraiment quand est-ce que il doit produire de l'endormissement, quand est-ce qu'il doit produire du réveil, donc ça va être complètement anarchique. Donc, je crois qu'il faut vraiment se donner l'heure qu'il est, et ça passe par l'exposition à la lumière du soleil. Plus je m'expose à la lumière du soleil, qui est notre meilleur médicament, hein, c'est gratuit pour l'instant dans tous les cas, c'est gratuit et ça s'emporte partout avec soi dans la mesure du possible dans tous les cas. Et donc, l'exposition à la lumière du soleil, ça nous permettra, et d'une, de favoriser la production de certaines hormones du bien-être, hein, il faut le dire, notamment la sérotonine, et puis aussi de favoriser la production de sommeil de façon régulière grâce à une hormone qui se synthétise grâce à l'alternance jour-nuit, c'est la mélatonine. Donc voilà, pour favoriser la production de mélatonine, exposez-vous à la lumière du soleil en journée. Vous pouvez pratiquer une activité sportive aussi, on en reparlera tout à l'heure, de type plutôt endurance, hein. Il faut savoir que la pratique des sports d'endurance favorise la production de sommeil lent profond, qui est notre sommeil de qualité. J'en parle dans les conférences sommeil que je donne en entreprise, notamment via Goldmap. Donc, pratique d'une activité sportive, mais attention évidemment de l'heure à laquelle vous la pratiquez. Si vous pratiquez tard le soir, le niveau d'excitation, d'augmentation de la température corporelle va faire que vous serez impacté dans votre facilité à vous endormir. Donc, il s'agira de refroidir le corps, hein, en prenant une douche plutôt tempérée si vous pratiquez une activité sportive le soir, et puis pratiquer des activités de relaxation comme on a pu le faire tout à l'heure, respiration, relaxation, qui fait abaisser la température corporelle et qui apaise le rythme cardiaque, respiratoire et également la tension artérielle. Alors les repas, pour bien dormir, il faudrait plutôt manger à heure fixe et alléger le repas du soir. Alors alléger le repas du soir, ça veut dire diminuer les charges protéiniques
du soir, hein, stopper la viande rouge dure à digérer le soir, les charcuteries, etc. Et augmenter plutôt la charge glucidique. Alors quand je dis la charge glucidique, je parle des sucres lents, hein, je ne parle pas des sucres rapides. Pâtes, riz, pain, tout ça c'est à consommer le soir, puisque ça va me permettre d'apporter une dose d'énergie suffisante à mon cerveau pour fonctionner toute la nuit de façon régulière. On sait que le cerveau consomme énormément d'énergie la nuit. Et si je me couche avec une dose insuffisante de sucre lent, hein, à lui amener tout au long de la nuit, je pourrais ressentir la faim pendant la nuit, de l'hypoglycémie, etc. Donc, alléger les repas du soir et charger plutôt en sucre lent. Hein, voilà. Attention à pas trop consommer de boissons aussi, hein. La grande tisane de grand-mère, juste avant d'aller au lit, c'est pas terrible, hein. On sait que, bah, forcément, déjà c'est assez diurétique et donc je risque d'aller me lever, la nuit pour aller uriner et évidemment, bah, ça va, fractionner mes temps de sommeil. Pratiquer une activité relaxante le soir, la lecture est probablement, le meilleur conseil que je pourrais, donner. En neurosciences, il y a des études qui ont été faites. La lecture, est, la meilleure activité déstressante qui existe. Voilà, ça s'est prouvé dans certaines études. Il y a un gros avantage aussi, c'est qu'en général, quand on lit, la lumière, est dirigée non pas dans nos yeux, mais sur les pages du livre. Donc ça facilite un petit peu l'abaissement de, on va dire de la fréquence de synchronisation de nos neurones qui va permettre donc de produire plus facilement de l'effet sommeil. Évidemment, limiter caféine, théine, alcool, bref, toutes les sources d'excitation, évidemment. Alors attention, hein, l'alcool, c'est un excitant, hein, comme la caféine, comme la théine. La théine qui est la même molécule que la caféine, mais qui a un effet un peu pernicieux. La caféine, elle agit à peu près en 20 à 30 minutes sur le système nerveux, alors que la théine, c'est à peu près 3 à 4 heures. Donc voilà, limitez évidemment vos sources d'excitants. Favorisez les réveils naturels du matin, notamment en prenant bien attention à vos premiers réveils naturels. Alors tout simplement pour cette même raison que le point numéro 1, hein, parce que notre cerveau fonctionne sur une rythmique de 90 minutes. Vous avez déjà sûrement vécu ça. Si vous vous réveillez demain à 6h30 du matin alors que votre réveil est programmé à 7h, qu'est-ce que vous faites? On se dit chouette, j'ai encore une demi-heure à dormir. Et je vais me rendormir. Et quand mon cerveau était à une fréquence élevée, puisqu'il m'a fait me réveiller naturellement, il va redescendre à une fréquence basse et mon réveil va sonner une demi-heure plus tard et je suis juste d'une humeur massacrante à ce moment-là. Tout simplement parce que je n'aurais pas profité de mon réveil naturel du matin. C'est un très mauvais pari de se rendormir dans les, allez, on va dire 30 à 40 minutes qui précèdent un réveil programmé. Un très mauvais pari. Alors, pour favoriser la production de réveil naturel, vous pouvez utiliser, comme sur la photo que je vous ai mis là, des simulateurs d'aube qui nous permettent d'être un peu plus attentifs dans nos micro-réveils du matin à des signaux extérieurs, notamment à la lumière, et ce qui nous permet donc de favoriser le réveil naturel du matin. Évidemment, récupérer chaque dette de sommeil. Je vous ai dit au tout départ de la partie sommeil de notre conférence tout à l'heure que il faut éviter de laisser s'accumuler les dettes de sommeil parce que une dette de sommeil, elle peut se rembourser. Hein. Si par exemple vous avez mal dormi la nuit dernière, c'est pas grave. Vous pouvez vous coucher plus tôt ce soir et vous lever plus tard demain. Vous pourrez rembourser une partie de votre dette de sommeil. Par contre, si on les laisse s'accumuler au fur et à mesure des années, des mois, des années, elle peut se transformer en dette de sommeil chronique. Et là, c'est évidemment impossible à récupérer, ce qui veut dire qu'on va commencer à produire de la maladie, etc. etc. Donc, récupérer chaque dette de sommeil, notamment en pratiquant la grasse matinée le week-end si vous êtes capable de le faire, ou alors des siestes, des siestes le week-end un peu longues, je vous l'ai dit, 90 minutes. Dans tous les cas, repérez vos dettes de sommeil et pensez à les récupérer dès que possible. Et pour terminer, douche tempérée, vêtements légers, chambre fraîche. On considère que la chambre doit être à une température d'à peu près 17 à 19 degrés pour bien dormir. Alors, vous pouvez retenir tout simplement cette phrase. C'est tête au frais, corps au chaud. La meilleure des tenues pour dormir, c'est à poil. Comme ça favorise bien la descente en température du corps parce que le corps pourra chuter en température et ça favorise la production de sommeil de qualité. Évidemment, il faut rester dans le confort, donc le corps au chaud, mais vous savez que les capteurs de température du corps sont situés au niveau de la tête. Donc c'est ce que je vous disais, tête au frais, corps au chaud. Et quand je vous parle de tête au frais, c'est donc température de la chambre entre 17 et 19 degrés. Surtout, ne dormez pas à côté de votre radiateur. Surtout, ça c'est hyper important.
Voilà pour la partie sommeil. Je vous laisse continuer à noter vos questions. Je n'ai pas de visibilité sur la ligne de chat, hein, mais je vous laisse continuer à alimenter la ligne de chat si vous le souhaitez par vos questions. On verra. On va parler rapidement un petit peu nutrition pendant 5 minutes, rapidement. Quelques petits conseils, quelques petites idées pour équilibrer vos repas et faire rentrer un petit peu de l'hygiène alimentaire dans vos rituels du quotidien. Et je vous laisse continuer à noter peut-être des petites astuces que vous pouvez mettre en place au fur et à mesure de cette conférence. Et juste, j'en profite pour vous dire que vous aurez accès au replay, hein. Donc, s'il y a des choses, je sais que c'est très dense, je parle un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je sais que c'est très dense, mais vous aurez possibilité d'accéder au replay, hein, bien sûr, hein, pour renoter peut-être certaines petites choses que je vous ai dites, voilà, réfléchir à certains fonctionnements. Alors, la première des choses, une toute petite astuce, très simple, c'est mettez de la couleur dans vos assiettes. Plus vous mettez de couleur dans vos assiettes, plus il y a de chances que vous multipliez les ingrédients et notamment en chargeant en fruits et légumes et donc en récupérant des nutriments différents, des vitamines différentes. Donc mettez de la couleur dans vos assiettes. Variez également la couleur en jouant avec de l'assaisonnement différent, du curcuma, du cumin, du curry, peu importe, hein, du poivre, mettez de la coriandre, mettez du persil, mettez de la menthe, ce que vous voulez, mettez de la couleur dans vos assiettes, ça c'est hyper important, hyper intéressant. Vous pouvez également penser à contrôler vos sucres et notamment planifier vos repas plaisir, c'est-à-dire vous dire, OK, quelles règles je pourrais me donner, moi, toute la semaine. Par exemple, le lundi, ce sera un fruit en guise de dessert. Le lendemain, ce sera une crème dessert. Le surlendemain, ce sera un gâteau, j'en sais rien, mais planifiez vos repas plaisir, hein, en contrôlant vos doses de sucre. Ça me semble assez important, évidemment. Variation des recettes. Osez les recettes. Osez oser marier des aliments que vous n'auriez pas pensé. Alors, quand on dit oser, c'est tout simplement que vous allez peut-être oser acheter des ingrédients différents aussi, aller chercher des légumes qui étaient un peu oubliés, les assaisonner d'une manière différente, aller vous faire plaisir. Maintenant, c'est tellement facile d'aller sur Internet pour récupérer des recettes toutes simples qui sont faites en 10 minutes. Dans tous les cas, varier, 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 varier. Ça, c'est hyper important. Plus vous varierez et plus il y a de chances que vous mangerez sainement, tout simplement en récupérant des vitamines différentes. Alors, vous pouvez également adopter un rituel alimentaire hebdomadaire et je vais vous laisser, je vais vous lire là par exemple euh, cet article du docteur Dalu, manger de la viande pendant 2 jours, du poisson les 2 jours qui suivent, puis des œufs les 2 jours d'après et finir la semaine avec des crustacés. Pour ceux qui n'aiment que la viande, ils peuvent manger du bœuf un jour sur 3 en alternant avec la volaille, les œufs et opter pour le régime vegan le 7e jour de la semaine. Encore une fois, vous voyez une part un petit peu de variation, ça c'est hyper important pour éviter de manger toujours la même chose. Ça c'est évidemment crucial pour notre santé, c'est récupérer des sources de vitamines dans des aliments différents, qui se digèrent d'une manière différente, qui favorisent la production aussi d'un bol alimentaire, tout simplement la production de nos hormones de la digestion différentes parce que tel aliment est couplé avec tel aliment. Donc ça, c'est hyper important. Et puis instaurer aussi des dîners détox. C'est pareil, je vais vous lire également cet article que j'ai retrouvé d'Alexandra Dalu, toujours, hein, professeur Dalu, nutritionniste. Prendre un petit déjeuner hyper protéiné, un déjeuner léger avec du riz, une salade, du poisson ou du poulet, une barre protéinée ou une grande poignée d'oléagineuses. Hein. Donc les oléagineuses, ça va être les amandes, ça va être des noix de cajou. Ou lors d'une collation, enfin une grande salade de laitue avec des radis, des herbes accompagnées de soupe chaude ou froide le soir avant 20h. Donc vous voyez que c'est pareil, elle préconise aussi des aliments faciles à digérer le soir, et ça c'est important. En ne mangeant rien jusqu'au lendemain, vous reposerez votre appareil digestif. On dîne ainsi 2 fois par semaine pour accélérer la perte de graisse ou relancer le transit. On parle aussi maintenant, vous savez, des régimes un peu, alors pas des régimes, mais plutôt d'un système alimentaire. Moi, je le pratique personnellement, où en fait, je ne prends pas de petit déjeuner. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste une petite astuce que je vous donne, où en fait, on va faire une pause alimentaire pendant 16 heures d'affilée. Moi, je mange aux alentours de 20 heures.
et je ne remange en fait que le lendemain midi. Je ne prends pas de petit déjeuner, ce qui fait que je vais mettre au repos mon appareil digestif et voilà. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut faire ça, il faut bien se connaître, hein, si on fait ça, hein, et je fais ça même quand je fais du sport, hein, personnellement, ce qui perturbe absolument pas mon système énergétique le restant de la journée. Donc voilà, donc ça peut être des petites astuces comme ça, de mettre au repos son appareil digestif pendant un certain temps. Dans tous les cas, retenez dans tout ce que je viens de vous dire ici qu'il faut varier. Et ça, c'est important. Varier vos repas. Je crois que c'est le maître mot de la diapo que vous avez sous les yeux. Et puis, on va terminer notre petite conférence sur quelques petites idées pour se remettre à bouger et faire fonctionner son corps, des toutes petites idées et pourquoi pas remettre en place dans un rituel. Et pour se remettre progressivement en mouvement, eh ben, vous pouvez identifier des leviers du quotidien. Alors, c'est quoi les leviers du quotidien? C'est par exemple identifier que vous allez au bureau et que vous travaillez au deuxième étage et que finalement, parce que vous êtes en pleine forme, vous allez décider à partir d'aujourd'hui de ne plus prendre l'ascenseur, mais de monter les 2 étages à pied. Ça peut être également, si vous êtes à Paris ou peu importe où, vous prenez les transports en commun, décidez à partir d'aujourd'hui que vous n'irez plus jusqu'au pied de votre boulot avec les transports en commun, mais que vous allez descendre une station avant ou 2 stations avant pour vous obliger à marcher pour aller au boulot. Voilà, donc ça peut être des petites astuces comme ça, des toutes petites astuces de se dire, OK, qu'est-ce que je peux identifier comme levier du quotidien pour me remettre en action? Ça peut être également si vous avez un coup de fil à passer, et ben, plutôt que de le passer en étant assis sur votre chaise, le passer en allant marcher dehors, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de se remettre en mouvement en trouvant des petites astuces comme ça. Je suppose qu'il y en a plein d'autres. Hein, voilà, moi, c'est celle que j'ai identifiée. Pour moi, on dit qu'il faut, alors l'OMS préconise 30 minutes d'activité par jour, mais je crois que la base de départ quand on est ultra sédentaire, c'est 10 minutes déjà. 10 minutes, c'est facile à trouver. Il suffit d'aller chercher le pain alors que la boulangerie est à 200 mètres, et ben aller chercher le pain à pied et non plus prendre le vélo, ou quoique le vélo, c'est déjà très bien, mais ne plus prendre la voiture. Voilà, donc identifiez vos petits leviers du quotidien pour vous obliger à bouger au moins 10 minutes par jour et au mieux 30 minutes par jour. Alors évidemment, quand on est ultra sédentaire, 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez déjà commencer par vous fixer un objectif, hein, tout simplement. Hein. OK, je vais me fixer un objectif. Je souhaite perdre 5 kilos, par exemple, ou je souhaite me remettre au sport et faire 1 heure de sport par jour. Dans tous les cas, assurez-vous que votre objectif est SMART. Alors, c'est quoi un objectif SMART? On utilise beaucoup cet acronyme en management et en coaching. D'ailleurs, probablement que vous connaissez ça. Fixez-vous des objectifs qui soient spécifiques, autrement dit des objectifs simples et précis. Je veux, par exemple, faire 30 minutes d'activité par jour. Je veux mieux dormir. Mieux dormir, c'est pas assez simple. Mieux dormir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Ça veut dire qu'il faut que votre objectif soit mesurable aussi. Mesurable, c'est-à-dire qu'elle doit être quantifiable. Quantifiable, ça va être, par exemple, je veux me remettre en mouvement 30 minutes par jour. Ça, c'est quantifiable. Évidemment, assurez-vous que votre objectif soit atteignable, parce qu'on ne va pas se fixer des objectifs trop élevés qui, malheureusement, ferait que ce soit jamais possible de les atteindre. Alors, par le terme réaliste, je crois qu'on peut entendre le terme cohérent surtout, cohérent avec notre système. Je vous donne un exemple. Je veux perdre 10 kilos en 6 mois. Alors, 10 kilos en 6 mois, a priori, c'est précis, c'est mesurable, c'est potentiellement atteignable. Ok, si j'ai vraiment du poids à perdre, évidemment. Mais est-ce que c'est réaliste? Réaliste dans le sens où, attention, je suis quelqu'un qui déjeune beaucoup en déjeuner d'affaires, je me fais inviter à droite et à gauche, j'adore passer du temps avec ma famille autour de bons repas, etc., etc. Donc ce n'est peut-être pas réaliste dans notre système de fonctionnement. Auquel cas, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me prive de beaucoup trop de choses, vous voyez? Donc peut-être qu'il faudrait réviser la cohérence de l'objectif en se disant: «Non, peut-être que 10 kilos, c'est peut-être trop, je consens à faire des efforts, je consens à me priver de certaines choses, mais pas trop quand même. Et donc, peut-être que 5 kilos, c'est déjà bien. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on vérifie bien, et on dit beaucoup ça en système de management ou en coaching, on vérifie bien que nos objectifs soient écologiques. Écologiques, c'est-à-dire
qu'il respecte notre fonctionnement interne, notre fonctionnement systémique, c'est-à-dire la manière dont on fonctionne avec notre cellule familiale, nos proches par exemple. Et évidemment, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, nos objectifs doivent être temporels, autrement dit, on doit leur fixer une date. Hein, c'est important, je rappelle, qu'un rêve auquel on fixe une date devient un objectif. Donc voilà, fixez-vous vos objectifs d'une manière smart. Euh, pour se remettre en mouvement, vous pouvez aussi penser à vos collègues, tout simplement, et vous réinscrire dans des associations, vous dire: «OK, ben tiens, et si on allait courir tous les dimanches matins tous ensemble?» Parce que quand il y a de l'émulation, quand il y a de la cohésion, quand il y a du partage, c'est quand même beaucoup plus facile de se mettre en mouvement. Un jour, vous aurez pas trop envie et puis vous aurez votre collègue qui vous dira: «Tiens et dis donc, tu pas, demain on a, nos, 30 minutes de footing à tel endroit». «Ah oui, oui, c'est vrai, bon allez, j'y vais». Donc voilà, je crois que c'est quand même beaucoup plus facile de fonctionner en groupe, en collectif comme ça. L'être humain, c'est quand même un être grégaire, hein. On fonctionne beaucoup en collectivité. Ça se partage tout simplement. Ça se partage tout ça, hein. Donc, n'hésitez surtout pas à vous réinscrire dans des associations, à mobiliser vos réseaux, des partenaires, des collègues pour vous remettre en mouvement. Et puis, je vais vous donner une autre petite astuce. Qui n'a pas 4 minutes par jour devant soi? Alors ça, c'est pareil, ça peut faire partie de vos rituels. Qui n'a pas 4 minutes par jour devant soi? Alors ça, c'est une méthode, qui est utilisée en CrossFit, ce qu'on appelle le Tabata. Vous allez prendre 4 minutes et vous allez mettre un timer où vous allez, programmer 20 secondes, 10 secondes. Donc autrement dit, 8 séquences de 30 secondes. Pendant 20 secondes, vous allez vous mettre en activité et pendant 10 secondes, vous allez être en repos. Alors avec, je vous ai mis, 3 photos, vous voyez 3 exercices plutôt simples. Les pompes par exemple, hein, voilà, je fais 20 secondes de pompe, 10 secondes de récup. 20 secondes de pompe, 10 secondes de récup. Et ça pendant 4 minutes. Donc, autrement dit, je vais faire cette séquence de 30 secondes 10 fois. Vous voyez l'autre séquence, là, juste en bas, qu'on appelle les jumping jacks. C'est assez cardio, ça, c'est pas mal pour le cardio. Vous allez partir en position debout avec les bras le long du corps, puis vous allez sauter sur place en écartant les jambes et en faisant claquer vos mains au-dessus de la tête. Et hop, vous revenez en position initiale, un petit peu à la méthode G.I. Joe, hein, de l'armée américaine. Vous avez ces images probablement en tête. Et vous faites ça pendant 20 secondes, 10 secondes de récup. 20 secondes, 10 secondes de récup pendant 4 minutes. Autre petit exemple, assez simple à réaliser, c'est les fentes avant, comme vous le voyez là sur la troisième image. Vous pouvez tout simplement vous mettre pieds joints et avancer comme la dame sur la photo, avancer un pied devant vous en descendant jusqu'à ce que le genou arrière frôle le sol. Vous voyez que là, c'est important. La position est bien respectée pour elle. Son genou avant ne dépasse pas trop sa pointe de pied. Hein, donc voilà. Et elle revient en position initiale. Je reviens et j'alterne. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Un petit peu comme si je posais mon pied dans un cerceau imaginaire posé à peu près à 1 mètre en face de moi. Vous voyez, avec le corps bien droit, bien gainé, les épaules bien placées vers l'arrière. Et donc, on peut faire ça pendant 4 minutes. Et pourquoi pas, une semaine après, se dire, bah tiens, j'ai fait 4 minutes par jour, je vais passer à 8 minutes par jour. Et donc, je vais coupler 2 exercices. Et puis, peut-être 3 semaines après, je vais passer à 12 minutes par jour. Et donc, je vais coupler 3 exercices. Et puis, pourquoi pas 4. Alors, prenez de la pause hein, entre chaque séquence de 4 minutes, entre chaque Tabata, parce que vous allez voir que ça claque quand même pas mal. Donc, faites ça à votre rythme. Mais surtout, pensez bien, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, ça veut dire quoi? Régularité, plaisir, détermination. Restez bien dans le plaisir. Gardez-vous cette forme de régularité, hein, de persévérance dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai défini la motivation. Restez déterminé, mais surtout, trouvez vos sources de plaisir. Et évidemment, puisque j'en ai terminé maintenant, évidemment, dans tout ce que je vous ai dit, il y a énormément de choses. Pas de culpabilisation, récupérez seulement les éléments qui ont pu faire écho chez vous et que vous avez pu peut-être placer sur votre frise que je vous ai demandé de mettre en place tout à l'heure face à vous. Voilà. Dans tous les cas, moi j'en ai terminé. On va se passer maintenant une dizaine de minutes sur les questions-réponses si vous le voulez bien. Je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas encore vu dans la ligne de chat. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que dans tous les cas, cette petite conférence vous a apporté quelques petites astuces, vous a plu. Moi, je me suis régalé à vous partager un peu mes connaissances, ma culture avec vous. Et puis, bah, écoutez, voilà, si on peut se passer maintenant une dizaine de minutes avec vous, ce sera avec plaisir dans un échange questions-réponses. Juliette, je te repasse la main si tu peux filtrer un peu tout ça. Oui, 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 super. J'ai trié un petit peu les questions, Sébastien. Je vous Ouais, remercie tous pour votre écoute.
Simplement, avant de partir, pour ceux qui s'en vont effectivement, je vous ai mis un lien dans le chat qui correspond du coup à notre lien de satisfaction. Ça vous permet voilà, de nous faire un petit retour, c'est important pour nous et puis pour Je le remets, Sébastien il est là. également. Voilà. Ouais. Vous l'avez juste là, super. Merci Sébastien. Alors oui, du coup, à propos des questions, Sébastien, on en avait essentiellement 3, je dirais. Une de Florence à propos de tout ce qui était dette de sommeil. Florence nous dit que lorsqu'effectivement elle fait une sieste la journée, du coup le soir elle retarde son endormissement et le lendemain, donc elle dort moins bien la nuit et le lendemain elle accumule une dette de sommeil. Qu'est-ce que tu conseillerais toi un petit peu pour Alors, pallier à ça? ouais, alors je pense que ce qui est très important, c'est Florence, hein, c'est ça, Oui, Juliette? tout à fait. Je pense que Florence, elle a raison dans un sens où il faut s'écouter. C'est-à-dire que moi, je vous donne des conseils. Si maintenant, ça ne fonctionne pas chez vous, le conseil, il faut le mettre de côté. Mais, parce que normalement, la sieste, il n'y a pas d'impact. Ça va dépendre en fait de comment vous faites la sieste. Quand on parle de faire la sieste, attention. La sieste, c'est un mot qui est très galvaudé. La sieste, ce n'est pas forcément une création de sommeil. La sieste, c'est un temps de pause. Autrement dit, vous mettez dans vos yeux fermés, vous laissez vos muscles se relâcher, etc. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à l'endormissement. Ok. Donc, Florence, je vais juste temporiser. Retenez juste ça. La sieste, ce n'est pas forcément du sommeil. Ça peut être juste un temps de pause où je me relâche, hein, où mon mental se relâche, où mon corps se relâche. Et là, vu qu'il n'y a pas de création de sommeil, il n'y a aucun impact derrière sur votre nuit de sommeil. Alors, si vous avez peur de vous endormir, regardez, petite astuce. Hop, vous mettez avec vos clés, là, votre trousseau de clés comme ça, hein, posé sur le coin du doigt, avec la main posée sur le genou. Et vous laissez vous relâcher. Au bout d'un moment, s'il y a vraiment trop de relâchement musculaire, les clés, elles vont tomber par terre. Ça va me réveiller. Vous n'aurez pas créé de sommeil, vous aurez juste créé du relâchement dans le tonus musculaire. C'est suffisant. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Autre chose, juste pour terminer sur cette petite partie-là, attention aussi de l'heure à laquelle vous pratiquez. À partir d'une certaine heure, et on considère que c'est 17-18 heures, effectivement, ça peut empiéter sur notre facilité d'endormissement. Donc, je crois que le bon timing, il est vers 12, 13, 14 heures. Hein, voilà. Donc, mais dans tous les cas, pas de sieste longue. Ne créez pas de sommeil si ce n'est pas bon pour vous. Voilà. Et donc, c'est une très bonne remarque de la part de Florence. Merci d'avoir posé la question. Et alors, on a une autre question dans le même thème, Sébastien. Comment faire une micro-sieste? Voilà, donc là, c'est ce que je viens de vous montrer, en sachant que ce qu'on appelle micro-sieste, c'est un temps de relâchement. Hein, ce n'est pas de l'endormissement, mais plus on pratique, plus on trouve ses propres rituels, et ça tombe bien puisque c'est la thématique de la conférence du jour, c'est le rituel. Plus on trouve ses rituels, plus on va rapidement se mettre en position de relâchement. Je ne dis pas d'endormissement, je dis de relâchement. Donc, ce qu'on appelle micro-sieste, qu'on appelle aussi une power nap, en anglais, c'est maximum 5 à 10 minutes. Installez-vous dans une position qui sera toujours la même, donc en rituel. Installez-vous dans une position qui sera toujours la même. Pratiquez votre système de respiration tel que je vous l'ai proposé en début de conférence, qui sera toujours la même. Pratiquez votre création de sensations de relâchement corporel, lourdeur, relâchement des épaules, relâchement de la mâchoire, peu importe, qui sera toujours les mêmes. Et laissez venir une image qui sera toujours la même. Une image de bord de mer, une image de forêt, une image, j'en sais rien laquelle. Mais l'idée, c'est de ritualiser. Plus je ritualise, plus je vais ancrer mes systèmes de mise, on va dire, en état de confort et de repos pour faire fructifier ce temps de pause là de 5 à 10 minutes. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, super. Après, par exemple, chez Goldmap ou même moi à titre personnel, je pratique la micro-sieste de 20 minutes. Bon, alors, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une micro-sieste. Non, Je là, ça dors et s'appelle plus une nappe. Hein, c'est une sieste nappe, classique. ok. Ouais, ouais, Ok. ouais. Bah, ça marche également. Bon, après, c'est propre à chacun, effectivement. Alors, il y avait une deuxième question, effectivement, Sébastien, plus par rapport au, je dirais, au stress management. Cécile nous demandait comment gérer le stress de son responsable. Même nous, si on est en paix avec nous-mêmes, quand effectivement on a quelqu'un qui travaille avec nous et qui est très, très stressé, quoi. Le problème, c'est que votre stress, le stress de votre responsable, vous le vivez vous. Donc, en fait, désolé, hein, je vais faire un peu de psy, hein. Mais en fait, le stress de votre responsable ne vous appartient pas. Parce que en fait, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est son problème à lui. Et effectivement, il va vous demander beaucoup. Gérez-vous déjà vous-même avant d'apprendre à gérer les autres.
Et Tout à si fait. maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas trop répondre parce que je ne connais pas vos relations Bien sûr, hiérarchiques. bien On sûr. peut avoir, Juliette, je connais un petit peu Goldmap, hein, par exemple, puisque je suis venu beaucoup dans vos locaux et je sais que vous avez de très bonnes relations avec Damien et Arthur, qui sont finalement qui sont tes patrons, Juliette. Et je sais que toi, tu pourrais te Oui. permettre d'avoir cette relation, de dire, OK, on se pose, on parle ensemble. Moi, je crois que la priorité dans ce cadre-là, c'est la communication. Alors, vous pouvez vous former à la CNV, hein, si vous voulez, la communication non violente, hein, et être très factuel. Voilà, aujourd'hui, tu m'as parlé comme ça, voilà ce que ça m'a fait chez moi, j'ai entendu ça comme ton de voix, voilà. Mais le problème, c'est que selon le type de hiérarchie que vous avez avec votre responsable, il va peut-être mal le prendre. Moi, je crois surtout que le principe, il est dans l'attribution du stress pour celui à qui ça appartient. Voilà. Et si ça lui appartient, ne vous l'appropriez pas, ce stress-là, il ne vous appartient pas. Il va vous demander du boulot, mais quelque part, je pense que c'est normal qu'il vous demande du boulot. Alors, vous pouvez juste si vous avez de bonnes relations avec lui, vous pouvez lui donner cette petite astuce-là si vous voyez qu'il est très stressé, si vous le sentez très tendu. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont encore connectés avec moi, je vais vous inviter à tester ça. Je vais vous inviter là tout de suite à desserrer votre mâchoire. Vous allez voir ce que ça fait. Laissez votre mâchoire se desserrer. Laissez les épaules retomber vers le sol. Voilà, Juliette, je vois que tu le fais. Et respirez par le ventre. Et maintenant, gardez bien votre focalisation d'attention sur ces 3 étages-là, mâchoire, épaule, ventre, et essayez de vous mettre en colère. Vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas. Voilà. Si vous maintenez cet état de relâchement musculaire, vous ferez descendre votre niveau émotionnel. Pour moi, la meilleure astuce de la gestion émotionnelle, notamment de type stress, colère, etc., c'est la détente musculaire. Passer par le corps, c'est beaucoup plus simple que passer par la cognition. Il ne faut pas que je sois stressé parce que ceci, cela. Donc, si vous avez de bonnes relations avec votre patron, avec vos collaborateurs, etc., vous dites, écoute, je sens que tu es stressé, voilà ce que je te propose. Pose-toi, même debout, hein, relâche tes dents, desserre tes épaules, relâche ton ventre. Et maintenant, relativise. Voilà. Et vous allez voir que ça calme tout de suite. Voilà. Donc, si vous avez la relation hiérarchique qui permet de le faire, proposez-lui ça. Ok, super. Et ben, merci pour cet exercice, Sébastien. J'ai simplement encore des petites questions Ouais. à propos des livres que tu aurais à conseiller pour aller plus loin. Ouais. Livre technique avec plein de. En fait, c'est pas mon bouquin, parce que c'est le bouquin d'Edith Perrault-Pierre. C'est la médecin qui a créé les techniques d'optimisation du potentiel, qui est facile à trouver dans le commerce. Ça s'appelle Comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel. 3e édition. La façade est, c'est vert et bleu, la couverture du docteur Edith Perrault-Pierre. Donc, je répète, comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel. Vous avez plein d'outils, comme je vous les ai fait tester là, d'ailleurs, hein, vous en retrouverez. Voilà, je vous ai cité la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Vous pouvez aussi vous abonner à toutes sortes de revues qui existent, hein. Maintenant, en termes de, je ne sais pas si le terme existe, désolé, je vais m'hasarder sur un mot, en termes de pragmaticité, d'opérationnel, on va dire. Franchement, le bouquin d'Edith, si on le teste un petit peu, il est quand même pas mal. Hein, voilà. Ouais, je vais vous l'écrire là, je vois, ouais. Donc, comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel. Bam. Je vais vous laisser aussi. Alors, j'ai une chaîne YouTube. Vous tapez Sébastien Dupont, vidéo Sébastien Dupont, vous allez retrouver pas mal de trucs, même s'il n'y en a pas 4 millions. Hein. Des séances avec des enfants, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc, si vous fouillez un peu, vous trouverez des trucs, des trucs sympas et faciles à faire. Voilà. Ok, super. Et une simple dernière question. Donc, effectivement, je voyais des questions de nouveau sur que pensez-vous de la méditation. Bah, on en parlait justement après. Il existe plusieurs formes de méditation, mais se recentrer sur sa respiration, passer par le corps, c'est une forme de méditation. Donc, après, c'est comme tout, c'est propre à chacun. Mais bien sûr, la méditation, c'est un super outil. Je te laisse me dire ce que tu en penses, Sébastien, mais mais je peux pas. Alors, pour le coup, je ne vais pas m'hasarder sur un sujet que je ne connais pas parce que je ne suis pas formé en méditation de pleine conscience. J'ai évidemment
des bonnes bases, parce que vous aurez remarqué, pour ceux qui sont méditants, que ce que je vous ai proposé en tout début de conférence se rapproche de la méditation. C'est juste un tout petit peu plus rapidement applicable parce que ce que je vous ai proposé, ça a été inventé pour les militaires à la base. Et donc, c'est très rapportable au contexte de l'entreprise. Il nous faut des trucs très rapides à mettre en place. Les séances de méditation, ça peut être long, ça peut être fastidieux. Des fois, ça peut être compliqué dans le sens où ça demande vraiment à être dans des conditions particulières. Mais encore une fois, je ne vais pas trop m'hasarder sur le sujet parce que je ne la connais pas assez. Mais si vous avez trouvé le système qui vous convient, que ce soit l'hypnose, que ce soit la sophrologie, que ce soit la méditation de pleine conscience, que ce soit plein d'autres choses, et que ça vous convient, restez dans ce qui vous convient. N'allez pas vous hasarder sur d'autres pratiques. Voilà. Moi, je suis expert en technique d'optimisation du potentiel. C'est autre chose. C'est un peu plus l'application opérationnelle de toutes ces techniques que je viens de vous citer, voilà, et ramener dans un contexte un peu plus du quotidien, un peu plus de l'entreprise, un peu plus du contexte opérationnel où on a besoin d'avoir des outils rapidement applicables, simples, efficaces à emporter partout avec soi. Voilà, donc c'est quand même un petit peu autre chose. Hein. Voilà. Bien sûr. Et Sébastien, dans un autre domaine, on avait une question d'Annette sur les conseils par rapport aux interruptions par chat, tout ce qui serait un peu déconnexion numérique ou voilà, comment rester concentré. Par exemple, alors je ne sais pas ce que du coup, Annette, si vous êtes encore là, vous entendiez exactement, mais si on est souvent du coup en travaillant sur notre téléphone, qu'on a un chat, que ce soit un chat avec le travail ou plutôt avec des collègues hors cadre professionnel, effectivement, et qu'on est souvent interrompu, comment rester dans une concentration, est-ce qu'on s'applique des petites règles, je regarde mon téléphone une fois tous les 1 heure, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, c'est le problème de ce qu'on appelle la communication synchrone, qui est vraiment le mal, je pense, c'est le mal de notre quotidien aujourd'hui. Vous aurez déjà remarqué probablement que quand on est en communication, je ne sais pas, par exemple sur WhatsApp, si j'envoie un message sur WhatsApp, j'attends une réponse immédiate. Et le problème, c'est qu'elle ne vient pas toujours. Donc, il vaut mieux passer sur de la communication asynchrone, c'est-à-dire sortir des lignes de chat et plutôt passer du temps sur des réunions une fois de temps en temps. Et je pense qu'il vaut mieux. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, en fait. Hein, c'est surtout ça le problème. Mais dans tous les cas, si vous avez cette obligation de fonctionner en communication synchrone, c'est vous astreindre à des règles, tout simplement. Ça va être couper les notifications des applications qui tournent en boucle en fond, en fait. Couper toutes les notifications. Ça, on le dit, Juliette, tu sais, dans la conférence des connexions numériques qu'on propose chez Goldmap, c'est stopper les notifications. Et je pense que c'est tellement simple à faire. Alors déjà, c'est supprimer les applications qui servent à rien. On a souvent des applications en doublon en plus. Et puis surtout, supprimer les notifications. Voilà, supprimer les notifications, indiquer sur les réseaux en fait, sur lesquels vous ne participez pas pendant par exemple 1 heure de chat, indiquer que vous n'êtes pas disponible, tout simplement. Désactiver les applications qui tournent en fond. Enfin, il y a plein de petites astuces très pragmatiques, hein, tout simplement, mais je crois que la base, c'est stopper les notifications, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, si ça vous intéresse, on a chez Goldmap une conférence sur tout ce qui est un volet des connexions numériques. C'est très intéressant et puis c'est toujours utile, quoi. Ça nous permet un peu d'alléger la charge mentale parce que c'est vrai que les notifications, il y en a beaucoup, surtout quand on travaille. Donc, c'est bien de savoir les organiser pour rester productif. Ah oui, Sabine, je vous remercie. Et justement, moi, je vais rester un petit peu au travail, sûrement pour faire une micro-sieste. Donc, j'irai déjeuner plus tard. Et après, Sébastien, je crois que c'était tout. On avait un avis sur ce que tu pensais des salutations au soleil. Je ne connais pas. Voilà. Désolé. C'est en yoga. Après, c'est vraiment. Je sais, mais je ne connais pas. Oui, ouais. Bien sûr. C'est les pratiques à adapter en fonction de chacun, quoi. Si vous appréciez et que ça vous fait du bien, c'est l'essentiel pour commencer la journée. Ça peut être une très bonne idée, effectivement, une bonne initiative pour se recentrer avant de commencer. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ouais, je m'hasarde pas hein, sur les thèmes. Forcément, j'en ai déjà entendu parler, mais je le pratique pas moi-même et surtout, je suis absolument pas, on va dire, praticien hein, de ces techniques-là. Je fais pas de yoga, donc je peux pas m'hasarder sur des terrains que je connais pas bien. Donc désolé. Hein. Alors Sébastien, il n'y a pas de problème. J'ai un petit bug sur mon ordinateur. Est-ce que tu peux remettre le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît, parce qu'effectivement, on la demande.
Ouais, laisse-moi une petite seconde, je vais aller la chercher. Hop, je vais vous mettre le lien tout simplement, ça sera plus rapide. Oui, ce sera plus simple. Ouais, ça sera plus simple. Elle est là. Super. Hop, où est-ce que vous êtes passé où? Ah, vous êtes là. Voilà. Pareil, hein, alors, Super, tous. on Alors, propose. les Stéphanie vous seront envoyés directement par mail. Vous êtes tous inscrits pour la conférence, donc vous aurez tout ça dans votre mail, ainsi que les slides de la présentation de Sébastien. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez y avoir accès rapidement et ça vous sera envoyé directement sur votre boîte mail. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Sébastien, si tu veux. Bah, je vous remercie pour 7 h 30. Je sais que c'est très dense, hein, je le sais, je parle avec un gros flow, mais c'est quelque part, j'espère que c'est ce que vous attendiez, hein, que vous chopiez des petites astuces rituelles. Donc plein de petites astuces. Encore une fois, ne notez évidemment que ce qui est. Alors rappelez-vous un SMART, l'acronyme SMART. Hein. Récupérez seulement ce qui vous semble réaliste, autrement dit, ce qui peut rentrer dans votre système. Moi, évidemment, on me dit souvent, mais tu fais tout ça, toi? Bah non, évidemment que non. C'est impossible. J'ai des enfants, j'ai un régime de travail qui fait que je ne peux pas tout mettre en place. Mais oui, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Moi, je les ai notées, c'est identifié. Et je pense que ça m'aide au quotidien, que ce soit dans la pratique sportive, l'alimentation, la gestion du stress, la gestion du sommeil, etc., etc. Je pense que ça peut aider. Donc, des toutes petites astuces, ben, vous avez certainement les vôtres aussi, que vous aurez récupérées, qui seront différentes des miennes. Et c'est ça un peu la richesse de ces échanges-là, c'est de se dire qu'en fait, on a tous un fonctionnement différent, une personnalité différente, une sensibilité différente. Et donc, bah, je vous laisse vous construire votre petit mode d'emploi personnel pour mieux faire face à votre quotidien tous les jours. Parce qu'il y en a du quotidien en ce moment un peu compliqué. Hein. Voilà. Donc peut-être que ça aussi, c'est un sujet qu'on pourrait développer avec Goldmap. Hein, et donc, j'ai déjà fait chez Gannon une conférence stress. Mais c'est vrai qu'on a des signaux, des stimuli de stress aujourd'hui qui sont bien différents d'il y a pas si longtemps que ça. Et il faut y faire face. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et ben, merci à vous et n'oubliez pas effectivement pour les restants d'aller cliquer sur le petit lien vers le questionnaire. Ça nous permet d'avoir un retour et puis de laisser un petit mot pour Sébastien également. Merci à tous, bon déjeuner et puis bonne fin de journée. Merci à toi Sébastien. Prenez soin de vous. Merci Juliette, merci Goldmap et merci Yann. Merci. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Yann, au revoir.